Jeune garçon, à Paris, j'allais souvent au musée de la Marine. Parmi les merveilles exposées, maquettes de bateaux, figures de proue, instruments de navigation, une série de tableaux peints par Joseph Vernet m'attirait. Le peintre avait été chargé par le roi Louis XV de représenter les ports du royaume pour la plus grande gloire de la marine française. La commande est reçue fin septembre 1753. Vernet se trouve alors à Marseille, avec sa famille et ses assistants. Il commence donc par cette ville. Il en compose 2 vues. L'intérieur du port et dans l'axe opposé, l'entrée du port, avec la ville et son arrière-pays. Plus tard, j'ai compris que les 2 tableaux formaient ce que nous appelons dans le jargon du cinéma champ contre champ. Cette ville double peinte par Vernet m'a longtemps hanté. Hasard ou destin, très jeune, je suis devenu marin. Un soir de décembre froid et pluvieux, la Joliette ressemblait au quai des Brumes, je suis monté à bord d'un paquebot. J'avais hâte de m'échapper, la France m'étouffait, je voulais voir le monde. À travers brouillard et averses, à mesure que nous glissions le long des bassins, je découvrais les alignements de navires, les uns prêts à appareiller, d'autres à peine arrivés des escales les plus lointaines. C'était mon premier contact avec Marseille. La ville était invisible, glaciale, tout l'inverse de sa réputation. Marseille, c'était pour moi le soleil, la pétanque, le pastis, le Mistral, l'Alcazar, l'accent. Au soleil de Marseille, qu'une merveille, qu'une tuerie. Sa douceur nous enivre, nous fait vivre, nous attendrit. Les mots d'esprit, les blagues nous enchantent, même quand nous parlons, notre accent chante. Je suis souvent revenu à Marseille. J'ai oublié tous ces clichés. J'ai exploré ses rues, ses quais. On m'a raconté sa légende. Elle date de l'époque des premières versions écrites d'Homère et ressemble beaucoup à l'une des aventures d'Ulysse. Un navire grec venu de Phocée en Asie mineure mouille au fond d'une calanque. Une tribu ligure est installée là. Nan, le roi, offre un banquet au navigateur. Gyptis, sa fille, qu'il doit marier, tente une coupe au chef des Grecs, Protis. Selon la coutume, elle a ainsi choisi son époux. Les Phocéens s'installent et fondent Massalia. Au fond de la calanque, le premier port. Peu à peu envasé, cette pointe triangulaire est abandonnée. Seul survit le bassin rectangulaire orienté est-ouest, notre actuel vieux port. Partout dans la région, si l'on creuse un peu, c'est la Grèce qui surgit. Au jardin des vestiges, la trace en triangle de l'ancien port grec. 1753. Jean et Thérèse gravent leur nom sur une pierre géante qui sert de seuil à leur nouvelle maison. Ils ne se doutent pas qu'il s'agit du sommet du rempart grec. 1753, c'est l'année même où Vernet peint Marseille. La grande ville attire les peuples de la mer. Le peintre montre ce mélange méditerranéen déjà si important, où Grecs, Turcs, Berbères, Arabes se croisent, commercent, échangent monnaie, marchandises et vocabulaire avec les Provençaux. Des hommes et des femmes, des paysans et des marins, des pauvres et des riches, des travailleurs et des oisifs,
un peuple fier et rebelle. Si rebelle que Louis XIV avait même fait renforcer le fort de Saint-Jean et bâtir celui de Saint-Nicolas. Personne n'oubliera les créneaux et les meurtrières tournés vers la ville, afin de mettre les quartiers agités et leurs foules révoltées sous les canons du roi. Une architecture particulière que Marseille partage avec Naples, autre ville bien trop remuante. Ici à Marseille, les trois forts de Notre-Dame, de la Garde, de Saint-Jean et de Saint-Nicolas sont entre les mains d'officiers rebelles aux volontés du roi et de nos députés. À l'abri de leurs canons braqués sur la ville, les fauteurs de troubles tiennent le haut du pavé et pourchassent les patriotes. Les patriotes en galère. En accord avec la nouvelle municipalité, nous, citoyens marseillais, membres de la garde civique, des clubs et des sociétés patriotiques, nous avons décidé de nous emparer de ces forts et de les remettre à la garde des autorités que nous avons élues. Après avoir pris les forts, les patriotes marseillais de 1792 se portent volontaires au bureau de recrutement pour monter sur Paris. Oh, dis, ferme pas la porte qu'on entende un peu ce qu'ils disent. Dis, qui est-ce qui chante là? C'est Mirard de Montpellier. Et il chante quoi? Je sais pas. Avance, avance, avance. Apporté à Paris par les Marseillais, cet air martial deviendra l'hymne national. Révolte populaire, insurrection, barricades, grèves, émeutes, la ville en connaîtra beaucoup. Dans la vie des Marseillais, il y a toujours eu une vive opposition. La terre ou la mer? La campagne ou la calanque? La Bastide ou le Cabanon? La Provence ou la Méditerranée? Avec ces campagnes sauvages à proximité, comment résister à l'appel des collines et des forêts? Avec ces calanques, ces îles, cette rade ouverte sur la Corse, l'Espagne, l'Italie, la Grèce, l'Afrique, comment résister à l'appel de l'aventure maritime? Ce que j'aime dans cette ville, c'est qu'elle ne nous demande jamais de trancher. La mer est dans la ville. Et la ville a absorbé bien des campagnes, en les ornant de plantes rapportées des autres continents. À l'époque de Vernet, Marseille rêvait de Venise. Témoin de cette hésitation entre la terre et l'eau, le fort Saint-Jean était ceinturé d'eau. Et jusqu'à une époque toute récente, le vieux port pénétrait dans la ville par un canal, engendrant une jolie série de ponts. Le long des quais, on procède au calfatage des navires. Sur le plan d'eau, des embarcations très diverses. Devant le fort Saint-Jean, une tartane est mouillée. La tartane est la silhouette la plus familière de Méditerranée. Une vingtaine de mètres, coque très élancée, voile latine, un vrai pur sang qui file sur la vague. Dans l'autre vue, le port n'est plus qu'une étroite partie du panorama. Un navire de commerce défendu par 16 canons en sort, ses huniers gonflés par une légère bise arrière. Comme cette force ne suffit pas, il est tiré vers la pleine mer par 2 barques de rameurs. Je ne l'oublie pas, les marins marseillais ont été longtemps parmi les meilleurs. Au IVe siècle avant notre ère, 2 d'entre eux partent explorer le monde. Euthyménès franchit Gibraltar, descend jusqu'au Sénégal. Pythéas monte jusqu'en Islande. Première des légendaires galéjades marseillaises, personne ne le croit lorsqu'il évoque un pays couvert de glace et plongé dans une nuit prolongée.
l'orgueilleuse bourse de la ville s'est bâtie sous l'invocation de ces deux aventuriers antiques. Les Marseillais ont envoyé leurs vaisseaux sur toutes les mers du globe. Pour le meilleur, l'exploration, les voyages, la découverte de la terre et de ses peuples. Et pour le pire, la traite négrière, la guerre, la conquête et l'exploitation des colonies françaises. Ces colonies, symbolisées par d'opulentes femmes couchées le long des escaliers de la gare Saint-Charles. Sur le quai s'entassent les marchandises fraîchement débarquées ou prêtes à être embarquées sur des navires de commerce. Jarres de terre cuite, laine ou textile, épices, tonneaux d'huile, de vinaigre, de vin, caisses de la précieuse faïence régionale, pain de sucre, savon. Le savon, exporté alors dans toute l'Europe et même en Amérique. Quand j'étais enfant, je redoutais le savon de Marseille. Un gros cube qui sentait trop fort et piquait les yeux. Ce que je ne savais pas, c'est que les savonnettes parfumées, bien plus douces, elles, étaient fabriquées à partir du même savon. Un homme passe, un petit thon sous le bras. Vernet semble avoir été fasciné par la pêche au thon, qu'il montre dans son tableau consacré au port de Bandol. La pêche a toujours été l'une des grandes activités des Marseillais. Elle s'affiche encore de façon spectaculaire et triomphe sur la table sous forme de la célèbre bouillabaisse. Les pêcheurs avaient leur quartier, Saint-Jean. Quartier pauvre, qu'on disait malfamé parce qu'il grondait plus vite que les autres. Il a été rasé par les Allemands en 1943. Avec l'accord des autorités de Vichy. Face à la ville, musique, danse, promenade, pique-nique. La pointe rocheuse qui s'avance dans la mer, c'est le futur Faro. Un homme armé d'une longue vue. Ici s'est installé le peintre. Il dessine. Son beau-père et l'un de ses fils à ses côtés. Vernet, distrait, tourne la tête vers sa femme Virginie, qui, à 3 pas de là, lui présente un vieillard né sous Louis XIII et âgé, dit-on, de 117 ans. Non loin, des jeux aquatiques, l'aviron et la nage. Les baigneurs nus s'en donnent à cœur joie. Il me rappelle que les Marseillais ont aussi été curieux de ce qui se passait sous la surface. Ils ont bricolé des scaphandres insensés et des engins d'exploration prodigieux. Ils nous ont fait découvrir la magie de l'évolution en apesanteur. Ils ont plongé de plus en plus profond, visitant les innombrables épaves de la région, remontant amphores et débris marins. Le commandant Cousteau y a inventé la plongée autonome individuelle et tourné le premier film sous-marin. Ce qui me frappe chez Vernet, c'est l'importance qu'il accorde au ciel. Les ciels représentent plus des 2/3 de la surface de cette série de tableaux. Pour le peintre, le climat est une dimension fondamentale du paysage. La navigation à voile est tributaire du vent. Vernet s'acharne à peindre le vent. Témoin, ces pavillons qui pointent au sud-est, à l'opposé du souffle le plus familier, celui du nord-ouest, le Mistral. Un personnage légendaire de la ville. Il bouscule tout, il soulève la mer, il énerve, il rend fou. Le ciel, c'est aussi la lumière.
cette lumière bleue de Provence que des générations de peintres et de cinéastes viendront capter après Vernet. Dès les débuts du cinéma, le Vieux-Port, ses navires, ses pêcheurs, attirent les opérateurs des Frères Lumière ou d'Albert Kahn. La ville que nous montre Vernet est encore petite, fermée dans ses remparts antiques, serrée autour de son port. À partir de ce moment saisi par le peintre, elle croît de façon vertigineuse. Au XIXe siècle, sous l'impulsion de générations d'armateurs et de commerçants florissants, aux ambitions démesurées, elle se couvre de bâtiments éclatants aux styles les plus divers. La ville tentaculaire a fini par absorber une centaine de villages devenus autant de quartiers phocéens. Elle s'étale sur plus de 30 km. La carte tient mal dans son rectangle de papier. Il faut l'imprimer non plus nord-sud, mais est-ouest. Sa lecture est difficile. Cette ville, on ne la possède jamais tout entière. Elle a fait rêver plus d'un urbaniste. Elle se détruit et se reconstruit sans cesse, dans un vacarme souvent écrasant. C'est lorsqu'elle dort qu'elle devient supportable. Mais la nuit marseillaise n'est pas non plus de tout repos. La ville a sa légende noire, quartier chaud, trafic divers, mafia. Vernet montre une foule trop bien polissée. Déjà, à son époque, le brigandage et la prostitution effrayaient les bourgeois. Les aventuriers aimaient les ports, porte d'entrée des nouvelles modes et des nouvelles mœurs, sexuelles entre autres. L'ouverture sur le monde comporte des risques. En 1720, la peste dévaste Marseille, qui perd alors la moitié de ses 80 000 habitants. Un peintre de l'époque, Michel Serres, tente de rendre compte de cette horreur. Un siècle plus tard, c'est le choléra dont le propre fils de Joseph Vernet, Horace, témoignera à son tour. En 1753, Joseph Vernet avait montré la colline au sud du Vieux-Port flanquée d'un fortin sans grâce. Ce sommet apparaît dans bien d'autres peintures anciennes de Marseille. À partir de 1852 et pendant 40 ans, on construit en ce lieu ce qui deviendra l'emblème de la ville, la basilique Notre-Dame de la Garde. Dômes, dorures et mosaïques à profusion dans ce style néo-byzantin qui plaît tant à l'époque. Mais à quel dieu, à quel saint peut-on se vouer à Marseille ? Aux premiers ancêtres phocéens pieusement ensevelis dans les tombes de calcaire ? Artémis d'Éphèse, la généreuse déesse mammaire dont la statuette avait été apportée par les Grecs ? Lazare, le ressuscité, figure énigmatique gravée dans la pierre d'une crypte ? Victor, dont les reliques sont joliment conservées dans son abbaye ? Marie-Madeleine, qui débarque en Provence et prêche l'Évangile aux Marseillais ? Les innombrables divinités marines multipliées partout de l'époque baroque au temps moderne ? Pour rassembler ou supplanter tous ces cultes païens, chrétiens ou folkloriques, on a imposé une seule figure, celle de la Vierge Marie.
la bonne mère, qui trône sur la ville, est devenue la providence des marins, des naufragés de toute nature, ceux de la mer, ceux de l'air, ceux des épidémies, ceux de tous les drames de l'histoire comme de la vie courante. Certains cultes multiplient les images à foison. D'autres, au contraire, les rejettent et ne vénèrent que la lettre stricte des commandements. Sur les rochers du Pharaon, Vernet montre quelques rêveurs en turban. La ville serait-elle aussi une cité des 1001 nuits ? Je monte souvent au-dessus de Marseille. Des terrasses de Notre-Dame de la Garde, la vue la plus excitante qui soit. La ville étale ses panoramas dans un gigantesque jeu d'optique. Je peux rester là des heures. Je suis le démon qui soulève les toits. Je regarde chez les gens. Je plonge dans le port. Je rêve aussi de l'horizon marin. Un port ouvert sur la mer incite à tous les départs. Même s'il faut aller vers la première île venue, à quelques minutes de mer, c'est toujours l'aventure. Je me rejoue les grands départs, les adieux, les larmes, l'exil farouche. Une nouvelle vie, de nouveaux ciels. J'ai longtemps rêvé sur les affiches des compagnies de navigation. Une sirène de navire me mettait en émoi. Et puis il y a le retour. Ce n'est pas tout à fait l'inverse. L'œil pénètre dans une ville que je m'imagine inconnue. Je suis un étranger, un exilé. Je me crois attendu. Je m'étonne de tout et de rien. Je découvre une nouvelle patrie. Personne ne m'attend. J'oublie que des milliers d'hommes ont vécu ces expériences, celle de l'exil, celle d'un retour. Et pour eux, ce n'était pas un jeu de l'imagination. Républicains fuyant l'Espagne de Franco, survivants de la Shoah s'embarquant pour la Palestine, pieds noirs arrivant d'Algérie, soldats de retour de la guerre. Point commun, Marseille. Je pensais avoir exploré les deux tableaux jusqu'au moindre détail. Rien n'avait pu m'échapper. Pourtant, Vernet a introduit une petite ruse dans son tableau du Vieux-Port. Il ne peut se résoudre à ce qu'un si bel espace se referme ainsi sur lui-même et ne soit qu'un simple bassin rectangulaire. Le peintre a donc supprimé un morceau de la colline du Pharaon, ou plutôt, il l'a fait glisser vers sa gauche, comme un décor coulissant de théâtre ou de cinéma. Il a ainsi ouvert son port sur la pleine mer. Ce n'est pas une erreur, c'est une figure poétique. Elle était indispensable. Un port sans l'appel du large ne serait pas un port. Le rideau s'ouvre, la mer vous réclame, l'aventure peut commencer.